Il existe deux principales explications conventionnelles quant à les restrictions à la mondialisation des services. La première consiste à dire que les services sont idiosyncratiques, c'est-à-dire qu'ils sont très particuliers en raison de la façon dont ils sont présentés, construits, produits, impliquant à la fois le prestataire du service et le récipiendaire du service. Et dans ces conditions, il y a une dimension fortement relationnelle dans les services, qui par ailleurs sont souvent aussi immatériels. Cette double dimension relationnelle et immatérielle constitue une forte entrave à l'internationalisation des services, puisque on est généralement peu sûr de la qualité de la prestation attendue, puisqu'elle se construit communément entre le prestataire et le récipiendaire. Ça, c'est la première explication conventionnelle. La deuxième est plutôt relative aux professions réglementées, aux politiques réglementaires, dans le domaine de la santé, des services professionnels, que ce soit des avocats, des notaires, les professions médicales, etc., qui conduit à limiter la reconnaissance des compétences et des diplômes des personnes supposées légitimes pour rendre ces services dans un espace donné. Donc ces deux explications conventionnelles, elles valent ce qu'elles valent, mais il y a une autre manière de voir les choses qui consiste à avoir une hypothèse moins restrictive sur l'internationalisation des services. Cette hypothèse moins restrictive est déjà attestée si l'on regarde les chiffres, à savoir le doublement en gros de la part des pays en développement dans la division internationale des services. Les pays en développement comptent pour moins de 20% dans ces échanges il y a 20 ans, alors qu'aujourd'hui ils comptent pour plus de 30%. Donc il faut bien croire qu'il y a eu une internationalisation assez forte dans ce domaine-là. Et on peut la comprendre en s'intéressant non pas tant au marché en tant que tel, mais à ce qui se passe en amont du marché, à savoir tous les instruments qui aident à rendre crédibles les prestataires de services, qui aident à trouver une solution pour diminuer l'incertitude quant à la qualité de la prestation attendue. Et c'est là que les normes internationales jouent un rôle plus important qu'on l'imagine habituellement. Alors, la normalisation internationale, c'est un maquis international, on peut dire, puisqu'il y a toutes sortes d'acteurs. Il y a évidemment les grosses entreprises multinationales prestataires de ces services, mais il y a aussi des ONG qui défendent telle ou telle cause, des ONG environnementales, des ONG en matière de défense des consommateurs, bien qu'ils soient extrêmement minoritaires dans ces comités-là. Il y a des associations professionnelles, d'autres organisations internationales, etc. Ce qui est donc caractéristique de ce rôle des normes internationales, c'est essentiellement ce caractère hybride, donc à la fois ambigu, donc quant à la nature de cette autorité conférée aux normes internationales, mais aussi ambivalent quant aux valeurs véhiculées par ces normes. Donc, cette extension du domaine de compétence des normes internationales peut être comprise de façon contradictoire, peut être porteuse de valeurs, de conditionnalité, cherchant à améliorer les conditions de travail, le respect des règles environnementales, etc. Mais elle peut aussi être, au contraire, une façon de normaliser, dans le mauvais sens du mot, si l'on veut, le travail, les conditions d'exploitation des travailleurs sur ces sites, une industrialisation, une uniformisation des procédures. Donc ça peut être à la fois aliénant et émancipateur. La part des pays en développement est beaucoup plus faible que la part des pays industrialisés dans l'internationalisation des échanges. Mais si l'on voit les choses de façon plus diachronique, tout d'abord, cette part a presque doublé en 20 ans. Et d'autre part, selon les manières de calculer, ces statistiques peuvent fournir d'autres chiffres. Très récemment,
l'OCDE et l'Organisation mondiale du commerce ont développé une nouvelle manière de calculer les statistiques du commerce international en intégrant la part de valeur ajoutée dans ces échanges. Et selon ces autres chiffres, on constate que les parts des pays en développement peuvent être considérées comme beaucoup plus importantes encore que ce doublement en 20 ans. Donc d'une part, ça concerne, je dirais, d'abord les pays en développement et non pas les pays industrialisés, puisque ce sont eux qui sont dans une perspective dynamique et de croissance. Ensuite, effectivement, il y a une polémique, c'est contestable, c'est contesté, bien heureusement, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les normes internationales n'ont pas de valeur immanente. Elles ont les valeurs que les acteurs qui les produisent veulent bien avoir. Donc elles peuvent être à la fois aliénantes, avec une continuation de l'échange inégal, des rapports de domination, d'exploitation dans les échanges nord-sud qui sont renforcés par l'industrialisation des services et la normalisation de ces prestations dans ce contexte-là. Mais ça peut aussi être le contraire, hein, avec des normes qui intègrent des enjeux de responsabilité sociale des entreprises, des enjeux environnementaux, l'extension du haut degré d'exigence en matière de soutenabilité, par exemple dans les services touristiques, de mettre en place des espaces naturels protégés avec toute une conception intégrée de la soutenabilité de ces espaces. Donc il y a différentes manières de normaliser les services. Un très bon exemple, c'est les centres d'appel qui a généré toute une controverse, en particulier en France, avec les sous-traitances de ces centres d'appel au Maroc. La controverse a aidé, en tout cas, je ne sais pas si elle l'explique, mais elle a aidé, à tout le moins, la mise en place d'une norme de travail dans ces centres d'appel qui intègre des enjeux de responsabilité sociale des entreprises sous-traitantes de ces centres d'appel. C'est un très bon exemple d'une internationalisation des services qui se couple à une montée en puissance des progrès en matière de conditions de travail. Mais ce n'est pas toujours le cas. De loin pas, on a beaucoup d'exemples contraires, à l'image de ces centres d'exploitation des relations clients au fin fond de l'Inde ou que sais-je.